Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de lecture. Comme vous pouvez le constater, on a un léger retard à la fois sur l'enregistrement et la publication des vidéos. C'est dû à un léger problème technique de mon côté. J'en suis fortement navré, mais ne vous en faites pas, je n'arrête pas les émissions. On va continuer, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, on va revoir Les chats des neiges ne sont plus blancs en hiver de Noémie Wierek et le Noël d'Hercule Poirot d'Agatha Christie. Donc, le Noël d'Hercule Poirot. Un livre d'Agatha Christie. Ça fait déjà le 3e, je crois, qu'on présente. C'est du coup un roman policier. On commence à avoir l'habitude de ses aventures à Hercule Poirot. Qui est sorti en 1938 dans le Royaume-Uni. Donc, petit synopsis du Noël d'Hercule Poirot. Hercule Poirot se prépare à passer tranquillement les fêtes de Noël. Mais 5 jours avant Noël, Siméon Lee, un vieillard impotent, tyrannique et très riche, lui demande de se faire passer pour un vieil ami et de venir s'installer dans son manoir pour les fêtes afin de protéger sa vie qu'il croit en danger. Il a réuni sa famille, 3 fils sans affection, 2 mystérieuses belles-filles et une nièce exotique, afin de leur annoncer qu'il va modifier son testament et procéder à quelques aménagements dans l'attribution des rentes. Il annonce cette nouvelle sans ménagement à sa famille. Peu après, Siméon est retrouvé mort dans sa chambre, enfermé à clé de l'intérieur. En ce qui concerne mon propre résumé, le vieux Siméon Lee invite toute sa famille pour Noël. Son objectif n'est pas de renouer, mais de s'amuser, des tensions entre les membres de la famille. Mais, à la veille de Noël, le vieil homme est retrouvé sauvagement assassiné dans une pièce verrouillée de l'intérieur. La police et Hercule Poirot vont enquêter sur les motifs de chacun. Concrètement, on était sur un livre pas ce qu'il y a de plus original. Globalement, le livre était assez simple et prévisible. Mis à part le côté vraiment mystère de la chambre close, je crois que c'est ça le terme, le reste était vraiment simple et prévisible. Les relations entre les personnages, les déductions qu'il faut en tirer, les indices, etc. C'est quelque chose de vraiment classique. J'ai pas développé un talent d'investigateur, hein, je ne pense pas en tout cas, mais j'ai quasiment su voir tout ce qu'il y avait à voir après Shot durant le livre. Donc, il y avait énormément d'indices, je crois qu'il y a eu un truc qui m'a vraiment surprise. Les personnages avaient pas grand chose d'intéressant, ils avaient pas de relief, ils étaient tous insipides, ils avaient 2 traits de caractère maximum, ils avaient leur relation avec les uns envers les autres, plus un trait de caractère supplémentaire qui permettait de les distinguer. Et globalement, c'était à peu près tout. On a la sensation que le livre, il est écrit et terminé très vite. Et d'ailleurs, le livre a pas vraiment de rapport avec Noël, hein. Ça pourrait se passer à Pâques ou n'importe quand, ça changerait rien. Il a fallu sortir un livre, il a fallu dire que c'était pour Noël, c'est un livre de Noël, et on a mis ça à la veille du 25 décembre. Mais sinon, on s'en fout. Donc, globalement, c'est pas un de ses premiers livres. Mais, il est quand même un peu bancal. Il sort un peu comme un livre, soit fait à l'arrache, soit un premier livre. Ce qui est un peu dommage. Donc, il a l'air vraiment pâteau, le livre, vraiment maladroit, globalement. Est-ce que parmi vous, quelqu'un a déjà lu le Noël d'Hercule Poirot? Ou est-ce que quelqu'un en avait entendu parler? Est-ce que quelqu'un a vu une adaptation au cinéma? Je vais vous donner les qualités et les défauts que j'ai relevés. Dans les qualités, c'est mon premier mystère de la chambre close. Donc c'est la première fois que moi je lis un truc comme ça. C'est pas la première fois que j'en entends parler parce que à titre personnel, j'en ai vu dans Détective Conan. Et je crois dans d'autres trucs. Mais globalement, ce genre de truc, moi, ça me fascine toujours un petit peu de me dire comment l'auteur, là tout de suite, il se dit vas-y, je teste. Et je me dis ça, hop. Est-ce qu'il a testé derrière? Est-ce que c'est juste imaginé? Et je trouve ça toujours très intéressant de voir comment ça fonctionne pour chacun. Ensuite, dans les autres qualités, en seconde qualité, j'ai noté que le livre n'était pas trop Noël. Ce qui me dérange dans le fait que ça soit Noël, c'est que c'est pas trop raccord avec le meurtre. En revanche, là tout de suite,
ça m'arrange que ça soit pas en lien avec le titre, parce que, meurtre, Noël, ça va pas ensemble, et deuxièmement, moi, Noël, j'ai un peu du mal. Ça peut paraître un peu contradictoire, mais moi, j'aime pas trop Noël, et j'avais un peu peur avant de lire le livre, donc ça m'arrange un petit peu que ça soit pas tout à fait le même truc. Globalement, je m'attendais à plutôt une histoire de vol qu'à une histoire de meurtre. Ensuite, sur les défauts, les personnages sont insipides. Ils sont là pour dire qu'ils sont là. Alors les personnages féminins, il y en a qu'un qui est vraiment utile, c'est la nièce qui est espagnole. Sinon, les autres personnages féminins, wow, c'est inexistant. Inexistant. Et les frères, parce qu'ils sont tous frères, bah ils sont là, mais ils seraient pas là, ce serait pareil. Disons que, je crois qu'ils sont 4, je suis même pas sûre du nombre, mais ils sont caractérisés par un élément. Et toutes les interactions entre les personnages vont se baser sur les quelques points que je vous ai donnés. Parce que dans les faits, si ça avait été, il y a ça et il y a d'autres choses qui permettent d'avoir des discussions, ça pourrait passer. Mais là, pour le coup, il y a que ça, et ça ne permet pas d'avoir d'autres discussions. Les discussions tournent autour de ça. Et un autre élément aussi, c'est que c'est très prévisible en fait. Parce que pour les mêmes raisons qui fait que les personnages sont définis par un élément, comme toutes les discussions tournent autour des mêmes trucs, quand t'as un indice, c'est pas très subtil. Et les indices, du coup, tu les captes très très vite. Et du coup, tu devines très très vite ce qui se passe. Je ne vous spoilerai pas, du coup. Mais, il n'en est pas moins que... Personnellement, j'ai pas trouvé ça très subtil et du coup, très prévisible. Voilà. C'est l'heure de la note. Pour le Noël d'Hercule Poirot, écrit par Agatha Christie, j'ai donné la note de 3 sur 5. Globalement, c'est sauvé par le fait que ça soit un livre qui est très court. Comme d'habitude, Agatha Christie, c'est quelque chose d'assez digeste et qui convient très très bien si vous êtes quelqu'un qui aimait lire pas trop souvent et qui aimait bien ce genre de livre où, globalement, s'il faut réfléchir, vous trouvez, et si vous réfléchissez pas, on vous donne la solution. C'est quand même un livre qui est très prévisible et que j'ai trouvé très lourd par rapport aux autres Agatha Christie. C'est-à-dire que je vous conseillerais largement plus s'ils étaient 10, je vous conseillerais hautement plus le Crime de l'Orient Express, je vous conseillerais plus le Mort sur le Nil. Celui-ci, je vous le conseillerais pas. Pour autant, il reste quand même plutôt bien écrit. Donc bon, c'est à vous de voir si le degré de... si ce que moi j'ai trouvé comme de la lourdeur n'est pas en fait quelque chose d'acceptable pour vous. Alors là maintenant, on va attaquer la grosse partie. On va attaquer Les Chats des Neiges ne sont plus blancs en hiver, de Noémie Wiorek. Je sais même pas par quoi commencer. Je pense que je vais vous donner un peu de contexte pour vous expliquer comment moi j'ai vécu la lecture des Chats des Neiges, parce que le contexte a probablement joué dans ma perception du livre. C'est un livre qui me parlait énormément à la base. Déjà, il est très stylé. Voilà, la pagination est incroyable. C'est un livre qui me parlait énormément, le synopsis m'avait l'air vraiment stylé, ça me parlait bien et tout, je me suis dit ah super, ça va être vraiment vraiment chouette, de la bonne heroic fantasy à l'ancienne, enfin à l'ancienne, en mode classique. Et je l'ai commencé au mois de février. J'ai lu le prologue, j'ai fait trop bien. Et il y avait un deuxième prologue après. C'est bon, c'est bizarre. Je le lis, aucun rapport. Bon, d'accord. Mais en plus, je comprenais pas ce qui se passait dans le deuxième prologue. Bon. Premier chapitre. On parle encore d'autre chose. Ok. Bon, ça commence à être dur là par contre. C'est 3 éléments que je lis, il n'y a aucun rapport entre les 3. Ça commence à devenir compliqué. Au deuxième chapitre, on commence à parler un petit peu de ce qui s'est passé avant et du coup, on peut refaire un petit peu les liens. Et globalement, je vais mettre 6 mois
sans vous mentir, à lire la moitié du livre. Ça a été un enfer. Ça n'a pas été un problème de temps. C'est un problème que ce livre-là, je ne le comprends pas. Il y a des moments où je lisais un truc et soudainement je me disais « Ah mais il se passe ça en fait !» Il y a des moments où j'avais l'impression d'avoir 4 ans et demi et d'essayer de lire un bouquin réservé à des gens qui ont au moins 14-15 ans. J'étais en mode, mais je comprends rien. Au secours, je comprends tous les mots. Mais, moi, dans ma tête, ça me donne ça. Et ce que le livre me dit, c'est ça. Et du coup, à un moment donné, il y a des choses qui sont pas compatibles. J'ai mis 6 mois à lire la moitié du livre. Bon. Là, vous avez commencé à un petit peu me voir bouillir sur le livre. J'étais en mode, je commence à en avoir marre de ce livre. Et puis j'ai dit fuck it, et je l'ai fini. Mais genre, j'ai forcé pour le finir. C'était peut-être pas une bonne idée. Et le pire du pire, c'est que le livre est découpé en 3 parties, plus 2 prologues, 2 épilogues. Déjà, pourquoi 2 prologues, 2 épilogues? J'en sais rien. Parce que prologue, épilogue, ça va, mais pourquoi 2 de chaque? J'en sais rien. Et en plus de ça, du coup, il y a 3 parties. La partie 1, bon, ok. La partie 2, j'ai rien compris. Ni son utilité, ni son sous-texte. Et je me suis énormément perdue dans la narration, en plus de m'ennuyer. Et la partie 3, bah, elle était bien. Ça m'a saoulée parce que je crois il y a 400 pages dans le livre. La dernière partie, elle est bien. Le prologue 1 et la dernière partie sont bien. Et du coup, tu te dis, mais le reste, il a été construit pour faire plaisir. Quoi, cette partie-là, elle est bien et le reste, non. Et à la toute fin, il y a eu sur le tout dernier chapitre, un moment où j'ai rien compris. Et je n'ai compris ce qui s'était passé pour l'héroïne qu'avec la fin du 2e prologue. Voilà, ça c'est le contexte. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Commençons la revue. Les Chats des Neiges ne sont plus blancs en hiver, écrit par Noémie Wiorek, édité chez L'Homme sans nom. C'est un roman de fantasy qui est sorti en 2020 et c'est français. Je vais vous lire le synopsis du livre. Morse est la terre la plus au nord du monde. Des siècles plus tôt, la neige a cessé de tomber et la glace a fondu, devenue une boue informe et immonde. Il y a une ombre dans l'est de Morse, celle de Noir, un esprit maléfique prêt à tout pour provoquer la ruine du royaume. Sur ses talons court le second, un guerrier prodigieux, plus cruel et féroce que tous les séides gravitant autour d'eux. Il y a un enfant sur le trône de Morse. On attend de lui la ferveur de ses ancêtres pour maintenir le royaume dans la lumière. Mais le prince Jaroslav doute de sa place, de son pouvoir, et ne souhaite qu'une seule chose, vivre en paix. Et, dans le nord, près des montagnes, ourdissent les sorcières vengeresses, dévorées par le rêve incertain de refaire un jour tomber la neige sur leur monde déchu. Mon résumé. On suit l'histoire d'Agnieszka, qui lutte au nom de Noir, une créature mystérieuse, pour ramener l'hiver sur le continent. Jaroslav, lui, est le prince du royaume, égérie de la lumière et descendant du responsable de la fonte des neiges. Entre Noir et les sorcières, la quête pour le retour de la neige apparaît plutôt floue pour la guerrière, qui doit faire face aux brimades des hommes, à la barbarie de ses actes, ainsi qu'à son passé. Jaroslav, lui, est tenté par l'existence même de Noir et doute de tout. Est-ce que pour vous, on a affaire au même livre? À part dans les noms propres. Est-ce que mon résumé dit la même chose que l'autre? Je crois que le seul point commun, autre que les noms propres, c'est le prince qui doute. No joke. Ça, c'est que le résumé. Dans les faits, je vais pas rentrer dans les spoils parce que vous savez très bien que je ne le fais pas pour pas vous gâcher la lecture, si ça vous intéresse après. Pour autant, il y a des choses à dire. Vous le savez, cette lecture a été très très douloureuse pour moi. Et j'ai vraiment adoré le premier prologue et j'aurais vraiment aimé avoir une histoire qui suit l'héroïne du premier prologue, voir ce qui s'est passé jusqu'à la fonte de la neige.
quitte à avoir une trilogie, en fait. De la même façon, la partie 3 m'a plu, donc d'où l'histoire de la trilogie, hein, avoir le personnage de base 400 ans plus tard avec Aliaska, et après. No spoil. J'ai un peu eu la sensation, en lisant la partie 3, que le prologue et la partie 3 avaient été écrits, et que le reste avait été mis pour meubler. Un petit peu comme si on était parti du principe que ça c'est bien, mais c'est trop court pour être publié, donc on va rajouter des trucs pour en faire une histoire. Mais du coup, on fait ça un peu vite. Donc ça m'a paru assez maladroit, plein de raccourcis quand il fallait des détails, et trop de détails quand il n'y en a pas besoin. Et globalement, c'est très répétitif. À beaucoup de moments, ça se répète. Ça me donne l'impression que on a tenté de faire un roman de psychologie. C'est-à-dire qu'on a... d'habitude, on a l'heroic fantasy où le héros, il est fier de ce qu'il fait, il a tout dans les bras, il a tout dans la tête, et il a pleine conscience de ce qu'il fait, il a aucun problème dans sa tête. Et là, on a un petit peu plus un truc de psychologie, où on est dans la tête du personnage, et le personnage a des problèmes. Des problèmes avec son destin, des problèmes avec son passé, son présent, son futur. Donc on a quelque chose qui se veut un petit peu psychologique, mais c'est, à mon sens, bâclé. C'est, à mon sens, pas fini, en fait. Et pour le coup, je pense que le pire, c'est vraiment le deuxième prologue. Parce que le premier prologue, il dit « Ah bah ça, c'est des personnages secondaires, et ils s'en vont. Donc tout va bien. Ils ont survécu, ils s'en vont. » Mais il y a un deuxième prologue, dans lequel on reparle du personnage principal. C'est dans ce deuxième prologue que j'ai compris ce qui lui était arrivé dans le chapitre final. Parce que moi, dans le chapitre final, j'ai pas compris. Alors, je sais pas si j'étais fatiguée, ou si c'était juste pas clair. Toujours est-il que j'ai trouvé ça rageant que l'autrice n'assume pas ce qu'elle ait fait au personnage. Elle a dit, il se passe ça, mais en fait, pas trop. Du coup, je comprends pas ce que ça veut dire. Et globalement, enfin, si, je comprends ce que ça veut dire, parce que c'est bien écrit dans le dernier épilogue. Mais je trouve ça rageant parce que tu as... Si tu fais un truc, tu le fais jusqu'au bout. Et tu fais pas, et après tu dis, bah non, en fait. Admettons, Batman, il tue le Joker. Bah, après, on fait pas revenir le Joker. Tu peux faire revenir un autre Joker, mais tu fais pas revenir le même Joker en disant que, bah non, finalement, il était pas mort. Bah, si. Donc bon, c'est compliqué. Alors, on pourrait parler des qualités et des défauts tout de suite, mais je pense que là, va falloir qu'on parle des exemples d'abord. Je vous ai dit plusieurs fois qu'il y avait des moments où je lisais une description et après je comprenais ce qui s'était passé. J'ai 2 exemples. Je vous donne une situation, comme moi je l'ai comprise, ok? Le prince est à sa fenêtre. Sa mère est à la porte. C'est un palais. La pièce doit être grande. Ok, ils discutent. Tout va bien. Lui, il est assis, elle est debout. Ah, lui, il s'énerve, il sort un couteau. Il la plante, elle meurt. Dans un mouvement de pied. Enfin, en un pas. Mais du coup, ils étaient côte à côte. Ah bah, ils étaient côte à côte. Bon bah, ils étaient côte à côte. Autre exemple, la reine est debout. Elle se prend un coup de pied. Et elle recule de quelques pas. Bah, c'est difficile pour elle de se relever parce que la douleur est lancinante. Ah, donc elle est par terre. Ah. Ah, donc en fait, elle est tombée en arrière. Ah. Elle a pas juste trébuché en arrière. Parce que moi, je fais une différence entre trébucher et tomber. Trébucher, c'est manquer de tomber. Tomber, c'est être au sol. Bon, c'est peut-être moi. 3e exemple. Fin de chapitre, je vais méditer, je vais me reposer. Je suis réveillée par les cris. Tout le monde autour de moi court et j'ai du mal à arrêter quelqu'un pour savoir ce qui se passe. Au loin, la clameur est intensifiée et
Et il y a de la poussière qui est soulevée. Et il y a du sang partout, et il y a des lames, et il y a des cris d'angoisse, et de... Ah, mais en fait, il y a une invasion. Tout le monde a l'air d'être au courant, sauf moi. Ah, mais fallait le dire tout de suite, pourquoi tu sortais ton épée, en fait. Eh, parce que moi, je pensais que tu sortais ton épée parce que ça faisait joli. Bon, je suis probablement débile, hein. Ce qui m'aura quand même fallu plusieurs fois, comme je vous ai donné plusieurs fois les exemples, c'est pour vous montrer que là, c'est pas de la mauvaise foi, c'est vraiment, il y a un problème. C'est probablement un problème de moi dans ma tête, je suis pas faite pour comprendre ce que l'autrice a écrit. Autre exemple, Agnieszka subit sa vie. Elle subit son passé, elle subit les sorcières, elle subit la partie 3, elle subit le noir, elle n'a jamais été maîtresse de son destin. Donc elle est présentée comme un personnage fort, une femme forte et indépendante, mais en fait elle se laisse porter par tout le monde. Elle fait ce qu'on lui dit et c'est tout. Elle s'en fiche de ce qui lui arrive. Enfin non, elle s'en fiche pas de ce qui lui arrive, mais elle le fait quand même. Ensuite, parmi les trucs qu'on comprend pas bien, Agnieszka, elle est appelée sorcière par absolument tout le monde. Et elle est sans cesse en train de dire « Je suis pas une sorcière, je suis pas une sorcière, je suis pas une sorcière, je suis pas une sorcière. » Bon, bah c'est pas une sorcière alors. Et au bout d'un moment, on sait pas pourquoi, elle dit « Ah bah je ressens mon totem pas loin. » Bah du coup t'es une sorcière. Pourquoi tu dis depuis le départ que t'es pas une sorcière? Au secours, moi je comprends plus. Je ne comprends plus. Comme j'ai dit, le scénario est très long, les points importants, ils sont balayés comme si c'était que des anecdotes, donc parmi les points importants, bah, on a des moments de discussion très importantes qui vont mener à quelque chose de très important par la suite, qui vont être faits genre très très vite, genre des batailles décisives, des trucs comme ça qui vont être balayés, et à côté, t'as des discussions très mal amenées pour dire... Moi, je suis le prince et je commence à faire des caprices pour faire ce que je veux. Bah, il n'y avait pas besoin de faire comme ça. Il y a certains éléments qui n'ont aucun indice. Vous savez, normalement, on met tout le temps des indices sur certains éléments qui apparaissent par la suite. Là, en l'occurrence, on découvre que la reine était une femme battue au moment où elle décède. C'est-à-dire qu'au moment où elle décède, elle est là en mode « Oh, la même douleur que quand son mari la battait !» Mais... Pardon? Oui, elle regarde à nouveau ses mains qui sont marquées par les coups de son mari, ses bras qui sont déformés. Mais on nous en a jamais parlé de ça. On nous en a jamais parlé de ça. Et la psychologie des personnages qui est en carton-pâte. Le prince qui devient fou extrêmement vite. Agnieszka, elle est dépressive et c'est tout ce qui la symbolise. Tout le monde est amorphe pendant que le prince torture des innocents. Et là où je vais insister, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre mon synopsis et celui du livre, il y a une différence. Il est complètement mensonger le synopsis. Je vous ai dit qu'Agnieszka était amorphe et complètement déprimée. Et comment le livre il décrit Agnieszka? Un second, un guerrier prodigieux, plus cruel et féroce que tous les séides gravitant autour d'eux. Cruel et féroce? Agnieszka? En plus, on n'attend pas du prince qu'il apporte la ferveur des ancêtres, machin, tout ça, et la lumière. Non, c'est pas ça. Hein. On attend surtout qu'il s'occupe de son peuple, parce que son peuple est en train de crever de faim, mais ça c'est un détail. Ouais. Et visiblement, la personne qui a écrit le synopsis n'a pas lu le livre. On va passer à ce que moi j'ai sélectionné comme qualité-défaut. Parce que je vous en ai donné beaucoup des exemples. Mais il va falloir faire une sélection. En qualité, j'ai réussi à en trouver des qualités. Le premier prologue et la partie 3. Ce sont des moments qui ont été bien écrit. Le premier prologue aurait dû être une histoire à lui tout seul. Le premier prologue raconte comment une enfant a permis à tout le monde de survivre. C'était une sorcière. Comment elle a permis, dans le froid de ce continent, comment elle a permis aux gens de survivre.
Ensuite, elle a été considérée comme une sorcière par les gens qui ont apporté le soleil et donc qui ont fait fondre la neige. Mais, au début, c'est grâce à elle que les gens ont survécu. Moi, j'aurais aimé en savoir plus sur ça. Sur ce moment où elle a aidé les gens à survivre et où elle a été considérée comme une sorcière. Ça m'aurait plu à savoir. De même, la partie 3 dans le château est très bien écrite. On a énormément d'éléments psychologiques là-dessus. Agnieszka, elle analyse tout le monde. Et là, c'est le moment intéressant où chacun va être différent. Différent avec elle, différent entre eux, différent en fonction de ce qu'elle représente. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose qui est bien fait. Et c'est pour ça que je pense que le reste a été rajouté et ça n'a pas été prévu pour. Aussi, alors je sais plus si c'est dans le tout dernier chapitre ou si c'est un peu avant, mais il y a un léger twist au niveau de Noir, que je ne spoilerai pas, qui est plutôt malin. J'aurais pas pensé que ce serait ça. Et le seul truc que je regrette, c'est que il y avait des indices, hein. Pour le coup, il y en avait quelques-uns et j'ai su les relever. Alors, j'ai pas su les relever en tant qu'indice, j'ai su les relever en tant que « Ah, c'est marrant !» Donc, j'avais constaté qu'il y avait quelque chose, sans me rendre compte que c'était des indices. Le seul truc, c'est que ça n'a servi à rien. C'est... disons que ça sert pour le deuxième prologue. Pour le deuxième épilogue, pardon. Donc, le twist de Noir n'est utile que pour le deuxième épilogue. Autant dire que si le twist n'est pas intéressant dans le livre, autant faire un deuxième tome. Et c'est là que c'est un peu dommage. Parce que pour le coup, ça pourrait avoir du potentiel en plus, ce qu'il y a dans le deuxième épilogue. Ce qui est proposé dans le deuxième épilogue pourrait devenir le synopsis, ou en tout cas les grandes lignes de ce que pourrait être un deuxième tome. Et le deuxième tome qui tournerait autour de ça pourrait être très intéressant, à condition de l'écrire comme a été écrit la partie 3. Donc, il y a du potentiel. C'est ça que, globalement, mes qualités, c'est le potentiel. Il y a énormément de potentiel. Maintenant, les défauts. Parce que... il y en a. Il y a beaucoup de maladresse. Comme je vous l'ai dit, il y a des moments où je me suis perdue dans la lourdeur des phrases, dans la lourdeur des termes, dans des tournures qui se voulaient poétiques. Je me suis perdue et j'ai pas compris certains sens. Des fois, il a fallu que je relise plusieurs fois. Des fois, les transitions qui voulaient être un peu fluides, en mode on fait une transition in media res, bah ça ne marche pas. Les transitions ne marchent pas et il faut plusieurs lignes pour comprendre ce qui se passe. Et on ne peut pas se permettre. C'est tout bête, mais je pense que un mot aurait pu changer la donne sur cette transition ratée. Pour exemple, la transition en question, c'est « je vais me reposer, tout est calme », soudainement on est attaqué, je tire mon épée. Ok ? Mais dans le « on est attaqué, je tire mon épée », c'est pas présenté comme ça. C'est présenté comme « je tire mon épée, tout le monde court et crie autour de moi, je suis réveillé, je tire mon épée, et il y a du sang partout, parce qu'on est attaqué. » Ça aurait été tout con de marquer « stupeur », les cris autour de moi. Enfin, un peu comme on dirait, comme ce serait une interjection de dire ciel, il se passe quelque chose, tu vois. Marquer stupeur, ça représenterait un petit peu l'effet qui se passe dans ta tête et qui justifie que tout de suite, là, on t'explique pas trop ce qui se passe, mais que globalement, il y a de la confusion. Là, il y a de la confusion, mais moi, je croyais que c'était de la confusion joyeuse au début. Du coup, j'ai pas compris pourquoi soudainement, il y avait du sang et que tout le monde essayait de s'enfuir. Ouais. Les descriptions aussi sont parfois assez maladroites. Je crois que le personnage est loin, en fait, ils sont côte à côte. Je crois que le personnage est juste blessé alors qu'il est mort. Des fois, je crois qu'il a esquivé alors qu'il est mort. Parmi les autres défauts,
on a les personnages. C'est un peu con à dire, mais on n'a pas d'empathie pour eux. Agnieszka, elle est définie par le fait que elle se laisse porter, elle est en dépression, et elle est forte au combat. Alors qu'au début, on essaye de te la vendre comme une femme forte qui prend des décisions, c'est pas du tout le cas. Jaroslav le prince, c'est pareil. C'est plutôt l'inverse. Au début, on te le dépeint comme quelqu'un qui n'a aucun choix et qui finalement va s'imposer et va forcer tout le monde à obéir à ses choix de merde. Mais il n'y a rien qui te permet de faire cette transition de l'un vers l'autre. Il devient complètement taré, mais il n'y a rien qui dit qu'il devient taré progressivement grâce à quelque chose. Non, c'est devient taré, point. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, on sait pas si c'est une tare de naissance ou si c'est... on n'en sait rien, et c'est pas expliqué, et c'est pas développé, et il se passe une semaine, et en une semaine, il se met à torturer des gens, alors qu'une semaine avant, il pouvait pas voir la couleur du sang. Donc forcément, c'est... Enfin, on passe... Ça n'a rien à voir. C'est même pas il a vu du sang et puis soudainement sa tête s'est mise à tourner, puis soudainement il s'est rendu compte que en fait le cœur palpitant ça lui plaisait plus que ça lui faisait peur, et puis le sang était chaud, c'était agréable et il en voulait plus. Non, c'est même pas ça, c'est non, je veux pas voir du sang. Tiens, égorge-le devant moi. Mais doucement, hein. Enfin voilà, c'est vraiment bizarre. Si vous comptez le lire, j'espère qu'il vous plaira plus qu'à moi, et j'espère que vous le comprendrez. Parce que moi ça n'a pas été le cas. Et j'en suis triste en fait. J'ai été en colère après le livre parce qu'au final ça m'attriste. Ça m'attriste parce que quand je vois tout le potentiel que ça a, je trouve que c'est décevant. Moi je voulais vraiment suivre le potentiel et me dire oh, franchement... Enfin, franchement, ça aurait été 400 pages du prologue, 400 pages de la partie du château, ça aurait été bon. La partie du château, c'est une étape où le personnage est séquestré dans le château. Séquestré en tant qu'invité. Mais tu m'aurais fait juste tout le livre là-dessus, moi ça m'aurait été en fait, si tu voulais me faire que le livre là-dessus. Tu me l'aurais bien amené, il y aurait pas eu de problème en fait. Et c'est pour ça en fait que je suis triste. Je suis en colère parce que je suis triste. Parce qu'il y a énormément de potentiel et que globalement il y a quelque chose qui n'a pas été. Et je ne sais pas ce que c'est. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Plus que jamais ça m'intéresse. Parce que plus que jamais j'ai besoin d'avoir un contre-avis. Alors n'essayez pas d'avoir un contre-avis pour me dire que vous avez un contre-avis. Vraiment, j'aimerais un autre avis. Si l'avis va dans mon sens, je le prends. S'il va pas dans mon sens, je le prends encore plus. Et je veux pas un avis du genre oui c'est bien. Non, je veux un avis avec des détails, avec des exemples, etc. Histoire de vraiment avoir un débat là-dessus. Plus que jamais, je veux qu'on en discute parce que j'ai peut-être pas capté quelque chose. Et je pense... Enfin, à la fois ça me désole et en même temps j'espère avoir raté quelque chose. Voilà. Il va être temps de donner la note. Pour les chats des neiges ne sont plus blancs en hiver. J'ai donné la note de 2 sur 5. J'ai réussi à le finir quasiment in extremis, grâce tout bêtement à la partie 3. Mais il faut savoir que j'ai failli l'abandonner à de nombreuses reprises. Et c'est vraiment dommage quand on voit ce que ça peut donner sur certains passages qui sont bien écrits, le fait que à d'autres moments ça soit rempli. Globalement, je pense que ce livre aurait pu tenir en 200 pages, donc moitié moins de pages. Ça aurait permis d'avoir un livre beaucoup plus aéré. Et aujourd'hui, je pense qu'on a peur de proposer à la vente des livres pas trop beaux.
Parce que je vois assez rarement des livres pas trop gros en fait en vente chez les petites maisons d'édition. On a souvent des gros tomes comme ça de minimum 300 pages. Et du coup, bah, ça donne un peu l'impression qu'on a peur de donner moins de 200 pages. J'espère sincèrement me tromper sur toute la ligne. Et être juste pas le bon public, être juste complètement ignare, on va dire. Et j'espère vraiment en fait, parce que ça, j'aime pas mal parler d'un livre. Parce que c'est énormément de travail un livre. D'autant que celui-là est très très beau. Et du coup je comprends encore moins. Alors pas beau comme ça, hein, mais beau dans son style d'écriture. C'est pour ça que je comprends pas les maladresses qu'il y a dedans. Merci à tous d'avoir suivi cette revue de lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à rejoindre le Discord pour discuter des livres et à venir voir en live la réaction, évidemment le tournage des revues de lecture pour pouvoir aussi participer en live. En tout cas, j'espère vous revoir bientôt. N'hésitez pas à donner vos avis sur les livres ou même sur la vidéo en elle-même. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.